Bonjour et bienvenue à cette sixième séance du cours de morphologie, pendant laquelle nous allons nous occuper à la fois de comment concevoir ou optimiser une structure, donc de la différence entre la conception et l'optimisation d'une structure, et nous allons nous occuper de toutes sortes de structures qui se composent de pièces qui sont simplement comprimées ou tendues, qui sont soumises exclusivement à l'effort normal, et notamment donc pour citer les structures que nous avons déjà manipulées et ayant cette propriété, nous allons nous limiter à l'analyse des poutres sous-tendues et des treillis. Le plan de la séance, excusez-moi, pourquoi ça avance pas? Le plan de la séance est le suivant. Nous allons d'abord introduire le sujet, ensuite montrer quelle est une démarche possible pour une conception éventuellement optimale d'une structure. Et après, nous allons regarder un exemple particulier qui est celui que nous allons appliquer aussi au niveau des exercices pour la conception optimale d'un treillis, donc en général d'une structure soumise dont les éléments sont soumis exclusivement à l'effort normal. Alors, ce qu'on va étudier, c'est essentiellement, tout d'abord, je disais, la différence entre concevoir, optimiser, et ensuite, nous allons introduire un principe qui permet d'optimiser, et nous allons l'appliquer. De ce principe, en fait, nous allons regarder surtout un cas particulier, qui est le cas particulier des treillis, et le principe en question a été énoncé par Mitchell en début du siècle. Donc, nous allons nous référer à ces principes d'optimisation en tant que théorème de Mitchell. Alors, pour introduire la question, donc tout d'abord, c'est clair que la conception d'une structure, c'est un peu comme la conception de tout autre objet, est une démarche qui intègre beaucoup de choses. Donc, en général, la conception d'une structure, elle intègre toutes les questions qui concernent la conception, dans un cas de travail qui est très souvent ouvert. Et la solution qu'on trouve dans une démarche de conception est une solution qui doit être viable, mais par contre, elle n'a pas forcément le caractère de l'optimalité. Euh, En tout cas, il s'agit de la solution la meilleure, sans doute, qu'on a su trouver dans le contexte, mais en fait, on ne peut pas l'identifier en tant qu'optimale dans un sens, pour ainsi dire, précis ou mathématique, c'est-à-dire sur la base d'une mesure, d'une mesure de la qualité qui puisse être éventuellement mise en relation avec d'autres solutions, donc une mesure quantitative de la qualité. Alors, euh, dans notre sens, l'optimisation des structures est en elle-même une démarche mathématique. Donc, en tant que telle, elle vise l'obtention d'un résultat qui est donné dans un certain cadre, encore une fois, purement mathématique, mais qui sera exact. Donc voilà la différence entre concevoir et optimiser, c'est que la conception est quelque chose qui relève un peu d'une approche qualitative, visant les mieux, mais sans prétendre d'avoir l'optimum, alors que l'optimisation est une démarche mathématique et par conséquent, afin d'être opératoire, euh, elle est forcément activée dans un contexte assez restreint, dans un contexte limité qui permet effectivement de limiter la complexité du problème. Évidemment, les deux approches, la conception d'un côté et l'optimisation de l'autre, sont complémentaires dans le sens que quand on dit que dans une démarche de conception, on procède par une approche qualitative, on veut dire qu'on intègre d'une manière intellectuelle, d'une manière peut-être inexacte, mais le plus que possible juste, les informations qu'on a obtenues par des analyses qui sont des analyses mathématiques, des analyses d'optimisation. D'un autre côté, traditionnellement, on ne fait pas toujours, on fait même très rarement une vraie démarche mathématique d'optimisation. Il est clair que par contre,
on est obligé d'avoir une démarche de conception. Donc on pourrait regarder l'optimisation comme une sorte de variable en plus, un jeu de niveau supérieur qu'on peut parfois conduire afin d'affiner un peu le produit de la conception, mais on peut aussi le regarder comme une sorte de gymnase dans lequel on s'entraîne afin d'être capable de concevoir mieux et plus rapidement dans d'autres contextes sans forcément avoir chaque fois à répéter une éventuelle ou à mettre en place une éventuelle démarche d'optimisation. Alors, nous allons regarder maintenant qu'est-ce que signifie concevoir une structure optimale. Et en général, concevoir une structure signifie répondre à un cahier des charges qui est un cahier des charges le plus souvent utilitaire. Donc, par exemple, juste pour faire quelque chose de très schématique, on peut avoir la question de vouloir projeter une poutre treillis qui supporte des efforts, par exemple les forces qui sont indiquées dans le tableau, sur des appuis, par exemple les deux liaisons qui sont indiquées au tableau. Voilà. Comment on peut répondre à ces problèmes? Eh bien, on peut répondre de 10 000 manières différentes. Et donc, il existe effectivement plusieurs réponses. Alors, vous connaissez les diagrammes de Cremona qui sont ici représentés à droite. Vous reconnaissez ici les schémas statiques d'un certain nombre de structures qui s'inspirent du funiculaire, mais qui sont des structures en treillis. Et vous savez qu'il y a une correspondance entre la géométrie et les efforts qui sont dessinés dans le diagramme géométrique de la structure, dans le schéma statique de la structure, et les crémoniens, ou diagramme de Cremona, qui nous donnent une quantification exacte des efforts qui se présentent dans toutes les parts de la structure en treillis sous le chargement indiqué. Le code de couleur est celui qu'on a déjà introduit, donc j'indique ici en rouge les parties comprimées et en bleu les parties tendues, bien sûr sur les chargements indiqués, et en noir les parties qui ne sont ni tendues ni comprimées dans les chargements en question. Bon voilà, donc nous avons un exemple de réponse tout à fait admissible à la même question. Toutes ces réponses sont bonnes, de quelque manière, elles représentent des bonnes issues du problème de la conception. Laquelle parmi ces réponses est la meilleure? Eh bien, cela dépendra de qu'est-ce que je définis les meilleures, donc du contexte dans lequel je vais mettre les jugements de qualité sur ces projets. Donc, peut-on choisir la meilleure réponse? On peut analyser déjà cette phrase et se rendre compte qu'il y a au moins trois facteurs qui entrent en jeu pour définir la question. Tout d'abord, qu'est-ce que je définis comme meilleur? Cela signifie qu'il faut se donner un objectif d'une quelque manière précis afin de pouvoir dire que A est meilleur que B. Deuxièmement, il est nécessaire de dire où on cherche. Donc, les meilleurs dans quel contexte. Donc, évidemment, il s'agit toujours non pas d'identifier l'optimum absolu, mais les meilleurs dans un contexte. Et donc, il faut se donner ce contexte. Il faut se donner ce qu'on peut appeler un espace de travail. Donc, je suis prêt à chercher la meilleure solution, c'est-à-dire celle qui m'approche le plus que possible d'un certain objectif, mais je suis prêt à le faire à l'intérieur d'un cadre de travail qui doit être défini. Et troisième question, une fois que j'ai donc le terrain de travail et le but, eh bien il faut savoir le comment, quelle est la méthode par laquelle je réalise ma recherche. Cela signifie disposer, savoir se donner un algorithme, c'est-à-dire un processus euh, systématique qui permet de dépister la meilleure réponse, qui permet de comparer deux solutions pour dire A est meilleur que B. Donc cela est effectivement réside dans la phrase, c'est donner un algorithme qui permet de faire la recherche. Alors on va analyser ces trois étapes fondamentales du processus et on va commencer par dire qu'est-ce que c'est que le meilleur. Alors évidemment, se donner un objectif, donc cela signifie choisir, trouver quelque chose qui dépendra de la question posée. Donc si la question n'a pas été bien posée, le résultat qui est le meilleur n'est pas un bon résultat. Si la question est bien posée, le meilleur résultat sera un résultat intéressant. Et par exemple, on peut chercher
un maximum de résistance pour la structure, on peut chercher un maximum de raideur pour la structure. Donc je rappelle que la résistance est la capacité qu'il y a un système de ne pas se rompre sous des chargements donnés, et la raideur est la capacité qu'il a un système de ne pas se déformer sous des chargements donnés. Les deux ne sont pas forcément associés l'un à l'autre. Un système peut être très résistant et pas très raide, ou très raide et pas très résistant. En général, dans les structures de génie civil, on a envie d'avoir à la fois de la bonne résistance et de la bonne raideur. Après, il y a d'autres objectifs qui sont tout à fait raisonnables et utiles. Par exemple, le moindre coût, le moindre poids, parce qu'on a envie de déplacer la quantité minimale de matière, peut-être aussi pour des conséquences que ceci peut avoir sur l'environnement. La moindre surface exposée, ce qui est très utile quand on a affaire avec des structures qui peuvent être sensibles à la corrosion, en général à l'agression atmosphérique. Le moindre impact sur l'environnement, et bien sûr, ceci est une question très très importante et de plus en plus vis-à-vis de laquelle on est de plus en plus sensible et intéressé à trouver des bonnes solutions. Et puis encore une fois, on peut avoir envie de générer un résultat qui rassemble un modèle donné. Et donc là aussi, on peut avoir envie d'un résultat qui est le meilleur dans l'essence, qui est celui qui le plus rassemble un certain modèle qu'on s'est construit, qu'on s'est fait intellectuellement de l'objet qu'on veut obtenir. Disons, c'est dans ces quatrièmes points qu'on peut faire entrer une certaine recherche, par exemple, esthétique, c'est-à-dire obtenir la structure qui le plus rassemble à un modèle esthétique a priori que j'ai choisi, que j'ai voulu définir. Donc, le deuxième point de notre démarche d'optimisation est où on cherche. Donc, c'est donner un espace de travail qui nous permette de réaliser cette recherche. De ce point de vue, nous avons en fait trois types de processus d'optimisation, trois démarches qu'on appelle respectivement optimisation topologique, optimisation paramétrique et optimisation des dimensions. Quand on fait référence à la topologie, on veut dire qu'on regarde les choses d'un point de vue de la connexion entre éléments sans forcément regarder leur géométrie. Quand on fait référence à une utilisation paramétrique, cela signifie qu'on a une géométrie, une topologie définie et une géométrie qui reste en étude, enfin qui reste à fixer, mais qui est donc l'objet de l'étude. Et finalement, quand on parle d'optimisation des dimensions, on fait référence à une géométrie connue et on cherche effectivement à optimiser la dimension des éléments. On verra ça un peu mieux tout de suite avec quelques petits exemples. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une optimisation topologique? C'est un processus dans lequel on s'autorise à n'importe quelle variation de la structure. Tout, évidemment, peut varier dans ces processus, sauf l'emplacement des forces et des appuis extérieurs. Donc, on fait l'hypothèse qu'on veut répondre à un certain cahier de charges avec n'importe quel objet, et donc on est libre de choisir. Voici quatre solutions viables qui ont des topologies différentes. Donc, la topologie correspond dans ces contextes à quelque chose qui est, je répète, en amont par rapport à la géométrie. Donc, par exemple, le nombre d'éléments qui composent les structures qui sont différents dans les différents cas. Vous pouvez compter le nombre de triangles. Par exemple, ici, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, nous en avons aussi 6. Ici, nous en avons 7. Et là, nous en avons à nouveau 6. Donc, le nombre de triangles étant égal dans 3 cas et différent dans le quatrième, déjà, on voit qu'il y a une différence topologique du quatrième par rapport aux autres. Si on regarde encore le nombre de barres qui convergent dans les différents nœuds. Par exemple, ici, nous avons un nœud dans lequel il y a 4 barres qui convergent, et là, le même nœud, il a 3 barres qui convergent, donc on a une différence, encore une fois, topologique dans la connectivité des nœuds. Ici, encore une fois, nous avons des nœuds de connectivité complètement différentes dans les différentes solutions envisagées. Donc voilà, encore quatre exemples, mais on pourrait en faire encore beaucoup d'autres, dans lesquels on voit qu'il est possible de proposer des solutions très différentes d'un point de vue topologique, mais qui répondent toutes à la question donnée d'un point de vue du chargement et des liaisons. Dans une utilisation topologique, comme règle générale,
tout peut varier sauf l'extérieur, c'est-à-dire sauf les liaisons, sauf les forces. Alors, évidemment, on explore par ce type d'approche toutes les formes possibles et on se donne seulement la condition de la compatibilité avec l'extérieur. Il est donc, on peut imaginer quand on construit un treillis par ces processus qu'on s'autorise à changer le nombre de nœuds, qu'on s'autorise à changer la connectivité des nœuds, le nombre de barres, etc. Et il est clair qu'on n'est pas a priori sûr du résultat du type du résultat quand on part avec une telle généralité. Par exemple, il n'est pas absolument obligatoire que la solution optimale d'un point de vue topologique soit une structure en treillis. Il est possible aussi qu'on réalise par exemple une poutre simple et que d'un point de vue de l'optimisation topologique, elle répond au problème mieux que la poutre treillis ou toute autre chose. Donc en effet, l'optimisation topologique est celle qui nous permet de balayer l'espace de travail le plus large possible et par conséquent est celle qui nous donne le moins de restrictions sur le résultat final. La deuxième catégorie de travail d'optimisation qu'on peut mener est l'optimisation paramétrique. Donc cette fois-ci, on fige la topologie. Par exemple, regardez les quatre structures proposées. Dans ces quatre structures, on a exactement le même nombre de triangles, toujours 6, et chaque nœud a toujours la même connectivité. Donc la seule différence qu'il y a entre deux structures quelconques de ces quatre exemples est que les longueurs des barres sont différentes. Donc par exemple, on passe de la première à la deuxième en prenant la barre qui est ici un peu plus courte, et du coup celle-ci aussi, peut-être en laissant cette barre égale à celle-ci comme longueur et cette barre égale à celle-ci. Donc une certaine partie de cette structure est identique à celle-ci et une autre partie est différente. Et ainsi de suite. On peut même changer toutes les longueurs ou seulement une partie de ces longueurs et obtenir des structures de géométrie différentes et topologies identiques. Quand on procède d'une telle manière, cela signifie qu'en fait on s'autorise un certain nombre de changements de géométrie, évidemment un nombre qui préserve toujours la topologie. Donc par exemple, si on regarde les côtes mesurées à partir de ce point-là, par exemple cette distance on appelle x3, la distance entre ces nœuds et ces nœuds en horizontal, la distance entre ces nœuds et ces nœuds toujours en horizontal on appelle x2, on appelle y3 la distance verticale entre ce point et ces points, y4 celle entre ces points et ces points, et y2 la distance entre ces points et ces points. Toutes ces 5 distances peuvent varier. Par exemple, on peut dire j'en fixe 2, j'en sais rien, on pourrait fixer x3 et y3, donc la position de ces points, et faire varier les autres, ce qui s'est fait en fait dans ce passage-là. Ces distances qu'on s'autorise à varier, on les appelle les paramètres du problème, et évidemment ces paramètres peuvent être soumis à des lois, parce que si les paramètres ne respectent pas ces lois, il peut se produire que la structure change radicalement de forme. Par exemple, il pourrait être possible que le point x2 se déplace plus à droite que le point central, ce qui générerait un objet un peu bizarroïde. Donc on a des règles qu'on appelle des contraintes que les paramètres doivent respecter et on parle alors d'optimisation sous contrainte dans le sens qu'il s'agit d'optimiser, c'est-à-dire chercher un ensemble optimal de paramètres, mais en respectant leur confinement à l'intérieur de certaines valeurs, le respect de leur part d'un certain nombre de contraintes. Dernier type d'optimisation qu'on peut poursuivre est l'optimisation des dimensions. Dans ce cas, la géométrie est donnée, donc on a fini, si vous voulez, la démarche précédente a été bouclée. On a une géométrie, tous les nœuds sont donnés, bien sûr la topologie est donnée aussi, toutes les connectivités sont données, tout ça. Donc on a ce qu'on appelle un schéma statique filaire donné, et on doit identifier laquelle barre sera plus épaisse, laquelle sera plus fine. Donc par exemple ici dans le dessin,
vous voyez dessiner un peu plus épais certaines barres, un peu moins épaisses d'autres barres. Ça serait des hypothèses de optimisation dans le sens qu'on mettra la matière seulement là où elle est nécessaire, on ne la mettra pas là où elle est moins nécessaire. Et donc chaque barre a strictement les dimensions nécessaires pour la résistance du système. Donc voilà, l'optimisation des dimensions, ceci est fait de manière très systématique dans tous les projets pour une raison simple d'économie de matière. Donc on connaît les schémas statiques, on connaît les forces appliquées, on calcule les efforts dans les barres, donc ça c'est de la statique, et par conséquent on choisit en fait pour chaque barre la section la plus appropriée, la quantité de matière et bien sûr les matériaux qui permet de supporter l'effort qui a été calculé, qui est prévisible. Il faut faire attention parce que dans une structure isostatique, ceci est strictement correct. Dans une structure statique, en effet, le changement de dimension des barres peut générer de la redistribution d'efforts. Donc la solution de la structure peut dépendre d'ailleurs systématiquement des épaisseurs. Mais bon, disons, ce sont des questions de détail qu'on n'est pas obligé de traiter aujourd'hui. Voilà donc les trois types d'optimisation et je veux mettre un peu l'accent sur ce dernier type qui, je répète, il est fait très systématiquement. Donc voilà, j'ai une structure identifiée, un schéma statique filaire identifié, celle-ci, et je peux calculer les efforts. Alors, vous savez dessiner le diagramme de Cremona qui est là, vous savez que chaque segment de ce diagramme représente la force qui traverse qui se trouve à l'intérieur du segment correspondant dans le schéma statique, dans le diagramme de la géométrie. Et donc, ici, je peux regarder les différentes longueurs. Évidemment, les segments plus longs correspondent à des forces plus importantes. Je les ai classés ici, du plus long au plus court. Rouge, compression, bleu, traction. Et je les ai transformés, donc vous voyez, en sections. C'est-à-dire que si une barre est soumise à un effort plus important, alors il faudra la faire plus grosse, il faudra augmenter sa section. On va étudier ceci dans un deuxième temps, dans un autre cours, mais disons c'est assez intuitif. La barre qui est la plus sollicitée, elle aura besoin d'une section, d'être construite avec une section plus importante. La barre qui est la moindre sollicitée, elle aura besoin d'une section plus petite. Donc ici, j'ai indiqué par ces cercles les sections de barres qui correspondraient aux différents efforts. Donc, par exemple, N en 2, qui est l'effort bleu qui est là, le plus important, le plus long. Il se produit sur la barre N2, qui est celle-ci. Il est égal d'ailleurs à l'effort N68, qui est celui-ci qui se produit sur la barre 68. Eh bien, pour cet effort, je mets une section qui est là. Pour l'effort N24, qui est celui-ci qui est un peu plus petit, il s'agit de l'effort sur la barre 2,4, je vais mettre une section plus petite. Et pour l'effort N34, qui est celui-ci qui est tout petit par rapport au précédent, c'est l'effort qui se passe dans la diagonale, et bien là la section est minuscule. Et ainsi de suite, je fais le même raisonnement pour les sections comprimées. Et j'obtiens donc un schéma définitif, je dirais, de ce type-là, dans lequel vous voyez les épaisseurs des barres qui sont exactement ceux qui ont été calculés par ces principes. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un processus qu'il faut avoir en tête. Il faut comprendre que la quantité de matière utilisée, au final, dépend du bon choix de la topologie, du bon choix de la géométrie et du bon choix des dimensions des barres. Donc ces trois passages d'optimisation qu'on peut faire tous les trois. On peut faire seulement les deux derniers, on peut faire seulement les derniers. Le plus souvent, on fait seulement les derniers. Donc le plus souvent, on se donne une géométrie un peu inventée, pour ainsi dire, et on optimise les dimensions des sections. Un peu plus rarement, on optimise la géométrie aussi, et encore plus rarement, on optimise aussi la topologie. Mais quel que soit le processus, à la fin, une structure optimale est ici, dans ces schémas simplifiés, une structure qui a une géométrie, une topologie et des dimensions qui sont raccordées avec les efforts qu'elle porte. Et dans le but, on pourrait dire, de minimiser la quantité de matière utilisée, de maximiser la raideur du système,
de minimiser l'impact sur l'environnement, etc. On peut choisir, comme on a vu précédemment, les critères qu'on veut pour chercher cet optimum. Il nous reste un dernier point dans ces 3 passages, c'est les comment. Comment on cherche les meilleurs après avoir dit quel est le meilleur, comment on définit le meilleur et où on le cherche. Et pour les comment, on va simplement aujourd'hui regarder un exemple et on va regarder l'exemple de l'optimisation des structures composées d'éléments soumis exclusivement en effort normal à l'aide du théorème de Mitchell.